J'ai toujours été un peu fasciné par cette façon qu'a la série Fire Emblem à nous faire nous attacher à ces personnages. Il y a peu de jeux qui ont réussi comme ça à nous faire prendre part à ces batailles, autant qu'à nous intéresser aux relations qui se développent entre ces protagonistes, aussi mineurs soient-ils. En jouant, on développe inévitablement un attachement pour certains personnages, que ce soit par leur caractère très marqué qui nous parle le plus, ou par la façon dont leur relation évolue avec les autres membres de notre équipe. Mais autant on s'y attache très rapidement, autant pour les ennemis c'est en général très différent. La plupart sont de simples unités qu'on ne voit pas autrement que comme des objectifs à atteindre. Et s'il y a bien eu des méchants charismatiques, on n'hésite jamais à les tuer. On ne s'attache jamais vraiment à eux. Ce sont des objectifs de scénario, ce sont des ennemis, et on les tue sans y réfléchir. Puisque, après tout, Fire Emblem, c'est un jeu de bataille tactique avant tout. Et pourtant, c'est dans ce Fire Emblem que j'ai pour la première fois vraiment regretté d'avoir tué des ennemis. Et encore maintenant, après avoir fini le jeu depuis quelques jours, j'ai encore des regrets de les avoir tués. Fire Emblem Three Houses met tout en œuvre dans sa première partie pour nous faire nous attacher à tous ces personnages. Autant ceux qui sont dans notre classe que les élèves des autres maisons, en nous donnant la possibilité de les recruter. Et plus on avance dans le jeu, dans son histoire, plus on s'attache inévitablement à toutes ces personnes qu'on croise tous les jours dans le monastère. On voit comment ils réagissent, comment ils vivent les événements, on perçoit leurs émotions et leur caractère. Et encore plus, ceux qu'on veut recruter, puisqu'on va les voir régulièrement pour faire monter notre affinité dans l'espoir qu'ils veulent bien nous rejoindre un jour. On leur offre des cadeaux, on discute avec eux, on leur offre des fleurs pour leur anniversaire, et on prend le thé et les repas ensemble. Et sans nous en rendre compte, toutes ces petites actions rébarbatives nous ancrent dans un quotidien, dans une routine. Et sur plusieurs mois, tous ces personnages qui s'activent dans le monastère, tous ces élèves, ces professeurs et même parfois ces gardes, s'inscrivent dans notre paysage et dans nos habitudes. Ils deviennent des têtes connues qu'on aime retrouver et avec qui on prend plaisir à discuter. Jusqu'à ce que le scénario vienne briser ce quotidien qui s'est installé. Edelgard se révèle être l'empereur des flammes. Elle trahit l'église et les autres maisons. La guerre est déclarée et j'ai choisi de rester de son côté. Et inévitablement, il y a ces élèves que nous avons réussi à recruter et il y a ceux que nous n'avons pas réussi à recruter malgré tous nos efforts. On a partagé tous ces moments de leur vie, on a vu leur caractère évoluer, leurs doutes, leurs joies, on a compati à leurs peines et maintenant, ils sont devenus nos ennemis. Et on ne peut rien y faire. J'aurais voulu recruter Léonie, mais je n'en ai jamais eu la possibilité. Et maintenant, elle se tient face à moi, devenue cavalière en renfort de l'Alliance. Je crois que ça a été le combat où j'ai le plus rejoué mes actions pour ne pas la tuer. Et j'ai même rechargé ma sauvegarde pour mieux prévoir ce qui allait se passer. J'ai esquivé au mieux les charges de Léonie. J'ai tenté au mieux d'éviter la confrontation. Et puis j'ai tué le général adverse. C'était la seule condition de victoire. Et j'ai quand même réussi à sauver la vie de ses anciens élèves. Mais parfois, il n'y a pas d'échappatoire. Parfois, le jeu ne laisse pas d'autre choix que de gagner le combat. Sans compromis. Je n'ai pas pu sauver Mercedes, comme j'ai sauvé Léonie et Ignat. Et ça a été un des affrontements les plus douloureux que j'ai vécu dans ce jeu. Mercedes qui était un des personnages les plus gentils du jeu, qui était toujours à se soucier des autres, et qui est même devenue soigneuse. Et j'ai dû la tuer, pour remporter la bataille. Et pourtant, il n'y avait aucune raison de la tuer. Quand j'ai été obligé de tuer Dimitri, quand j'ai choisi d'épargner Claude, à chaque fois il y avait une raison aux yeux du scénario. À chaque fois ça faisait avancer l'histoire du jeu. Mais la mort de Mercedes, de Hilda, de Félix n'a rien changé. Leur mort n'a eu aucun impact sur le scénario. J'étais obligé de les tuer et ils sont morts en vain. Ce n'étaient pas des traîtres démoniaques comme Chronia et Solon, ce n'étaient pas des méchants comme était représenté Rhea, devenue dragon destructrice, ce n'étaient pas des généraux représentés en simple ennemi tactique. C'étaient des élèves que j'ai connus, que j'ai rencontrés, que j'ai appréciés. Le temps d'une bataille, on devient Ash au début du jeu, qui voit son frère et son père devenir nos ennemis et nos cibles à abattre. Un combat que j'avais mené avec empathie, mais que j'ai remporté sans réfléchir. Plus impressionné par les techniques de Catherine et par la cinématique qui s'est jouée en fin de combat. C'est l'habitude du jeu et l'habitude de voir ces personnages qu'on ne connaît quasiment pas être nos ennemis, à un prétexte au combat. Mais maintenant que j'ai recommencé une partie, je revois cette scène différemment, et elle est bien plus cruelle que la première fois. Malgré les choix présents tout au long du scénario, c'est dans cette scène que le jeu nous annonce que nous n'aurons pas toujours notre mot à dire, que nous ne pourrons pas toujours agir, que nous ne pourrons pas toujours sauver les personnages que l'on veut. Ce n'est pas une permadesse, c'est une mort permanente. Même en rechargeant la sauvegarde, je serai obligé de tuer Lonato, Mercedes, Hilda. C'est à ce moment que le jeu nous montre que nous ne sommes pas cette joueuse, ce joueur tout puissant et décisionnaire en lequel nous nous fantasmons. Ce jeu m'a fait ressentir ce que c'est qu'être impuissant et de ne pas pouvoir sauver ces personnages auxquels je m'étais attaché. Il m'a fait ressentir ce qu'était une victoire amère. Et il m'a aussi fait ressentir le regret. Dans mon équipe, j'avais réussi à recruter Flayn un peu par hasard au début du jeu. Au moment de la guerre, elle est forcément restée du côté de l'église, de Rhea et de son père, Seteth. Et simplement pour ça, sa mort est devenue un objectif de victoire pour le jeu.
C'était une de mes élèves, un personnage que j'ai vu évoluer au fil des combats et des dialogues, et j'ai dû, elle aussi, la combattre. J'ai vu ses adieux à son père alors qu'elle était en train de mourir par ma faute. Et j'ai découvert bien trop tard, un peu par hasard en regardant un stream, que si j'avais vaincu ses têtes en premier, ils ne mourraient pas et s'enfuyaient tous les deux avec Flyne. Je pensais ne pas avoir le choix, comme pour tous ces autres élèves que j'avais croisés dans le monastère et que j'avais dû combattre par la suite. Mais non, le jeu m'avait laissé le choix, sans me le dire. J'aurais pu la sauver, j'aurais pu les sauver tous les deux. J'aurais peut-être même pu tous les sauver, mais je les ai tués. C'est un jeu cruel, qui nous fait nous lier avec ces personnages pour mieux trancher vif cet attachement qui s'est installé. La mécanique de la mort permanente avait voulu créer ce sentiment sans jamais y parvenir. Et c'est paradoxalement en tuant le permades, en ayant la possibilité de rejouer ses tours presque à volonté, que ce jeu a le mieux réussi à me faire comprendre, à me faire vivre, à me faire effleurer le sentiment de perte d'un personnage auquel je m'étais attaché, à me faire sentir le poids de mes choix, et de tout ce que l'on perd, même lorsqu'on est victorieux.